Bonjour à tous. Alors, je vais poursuivre l'étude de ce chapitre 14 sur l'énergie cinétique et les travaux des forces. Alors, avant de reprendre, enfin de continuer avec les travaux des forces, je vais revenir sur ce schéma. J'avais oublié de dire quelque chose d'important. Donc, en fait, imaginons une voiture qui est une vitesse constante sur une route. Admettons qu'elle roule à 100 km par heure sur l'autoroute. Eh bien, en fait, si elle est à 100 km par heure, son énergie cinétique n'augmente plus, n'augmente pas, elle est constante. Donc, on pourrait imaginer qu'elle n'a pas besoin d'énergie pour rouler, puisque finalement, elle garde une énergie cinétique constante. Mais en fait, ce schéma montre bien qu'il y a des pertes d'énergie qui sont tout le temps présentes, et donc finalement, il faut tout le temps compenser ces pertes d'énergie en brûlant du carburant, en faisant donc tourner le moteur, et finalement pour garder cette énergie cinétique constante. Donc finalement, si on garde une vitesse constante, on continue de consommer de l'énergie, il faut garder, si vous voulez, le pied sur la pédale d'accélération, on continue de consommer de l'énergie, mais toute l'énergie est en fait dissipée sous forme d'énergie thermique, à cause des frottements et la chaleur du moteur. Voilà, alors on va donc poursuivre la deuxième partie sur le travail d'une force. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail d'une force? En fait, ça va être l'énergie que peut fournir une force. L'énergie qu'on obtient, qui est transférée au système par l'intermédiaire d'une force. Alors, si je reviens sur le schéma, le moteur peut faire avancer la voiture dans la mesure où il fait tourner les engrenages, il oblige les roues à tourner, qui elles-mêmes donc poussent sur la route et ça fait avancer la voiture. Donc, par l'intermédiaire de cet engrenage, il y a donc une force au niveau des roues qui pousse la voiture vers l'avant, une force de propulsion. Alors là, on va s'intéresser à l'énergie euh, qui est donnée en fait par cette force. On ne s'occupe plus vraiment du carburant, si vous voulez, cette partie-là, peu importe que ce soit un moteur électrique ou un carburant ou autre, ou bien même que ce soit quelqu'un qui tire la voiture avec un câble. Ce qui nous intéresse, c'est la force avec laquelle la voiture est propulsée. Et donc on parle du travail d'une force. Donc l'énergie cinétique d'un système est obtenue par l'effet d'une force. Et oui, parce que si on veut que le système avance, avoir une énergie cinétique, c'est qu'il avance avec une certaine vitesse, il faut qu'il y ait eu une force qui l'ait fait avancer. D'accord? L'énergie donnée par une force est appelée travail de la force. On le note WF, W majuscule, entre parenthèses, F vecteur. Le W vient de work en anglais, pour travail. Alors, pour qu'une force donne de l'énergie cinétique, il faut que le système puisse se déplacer. Évidemment, si le système ne peut pas se déplacer, il ne peut pas avoir de vitesse, il n'aura pas d'énergie cinétique. Donc finalement, une force ne peut pas donner d'énergie cinétique si le système est bloqué. C'est assez évident. Mais c'est important. Euh, un exemple un peu plus clair encore, par exemple, là vous avez Paul qui pousse un mur, donc lui il se fatigue parce qu'il pousse le mur, mais le mur ne bouge pas, donc on ne peut pas dire qu'il donne de l'énergie au mur, il ne donne aucune énergie cinétique au mur. Donc finalement cette force, eh bien, elle est perdue, elle va être dissipée là encore sous forme d'énergie thermique, c'est-à-dire que Paul va avoir sa température qui augmente certainement, entre guillemets, en tout cas il va transpirer. Voilà, donc cette énergie, elle est dissipée sur l'extérieur, elle ne sert pas à grand-chose. En tout cas, elle n'est pas transférée au mur. Donc il faut un déplacement. Alors, on conçoit que avec une force donnée, si on pousse quelque chose qui peut se déplacer, plus le déplacement est grand, plus la force pourra donner de l'énergie. Et plus on pousse pendant longtemps, bien plus on va transférer de l'énergie. Ça paraît assez logique. Et en fait, on peut même affirmer qu'il y a proportionnalité. Si vous agissez sur une distance deux fois plus grande, eh bien, vous aurez
un transfert d'énergie 2 fois plus grand, donc un travail 2 fois plus grand. Et on va également admettre qu'il y a une proportionnalité entre l'intensité de la force et le travail. Si on pousse une voiture avec une force 2 fois plus grande, sur un certain trajet, on peut admettre assez facilement que l'énergie donnée sera 2 fois plus grande. Donc on a une simple proportionnalité entre deux grandeurs. Et mathématiquement, à ce moment-là, on peut montrer que finalement, le travail va être proportionnel au produit de la force fois la distance parcourue. Alors normalement, c'est proportionnel, il devrait y avoir une constante de proportionnalité. Mais il se trouve qu'avec les unités qui ont été choisies dans le système international, finalement, il n'y a pas de coefficient. Ça fonctionne tout simplement comme cela. L'énergie donnée par une force, c'est simplement égal au produit de la force fois la distance parcourue. Alors attention, c'est une première formule d'approche ici. J'essaye de vous faire sentir un petit peu ce que c'est que l'énergie, que le travail d'une force. Hein. Donc là, c'est pas la formule définitive. Elle n'est valable que pour une force parallèle et de même sens au vecteur AB. C'est le vecteur déplacement, c'est-à-dire on imagine qu'on va d'un point A à un point B. C'est ça le déplacement. Et donc on considère le vecteur AB qu'on appelle le vecteur déplacement. Vecteur déplacement. Alors, dans cette formule, la force est toujours en newton, la longueur, ou le déplacement, AB, en mètres. Pour le moment, dans cette formule, il n'y a pas de vecteur. Ici, c'est bien les grandeurs, les intensités, les valeurs, si vous voulez, des vecteurs. Alors, on va prendre un exemple, et toujours avec la voiture, et puis voir deux types de travaux qu'on appelle donc travail moteur et travail résistant. Donc, on reprend l'exemple de la voiture. Le moteur oblige les roues à tourner. Vous voyez qu'en voulant tourner, eh bien, elles vont pousser le sol. Et par réaction, le sol donc produit une force vers l'avant. Alors, c'est pas forcément évident à bien se représenter cette force-là qui arrive à l'avant. Ça peut paraître bizarre comme ça de voir cette force, mais on ne va pas rentrer plus que ça dans le détail, si vous voulez, puisque la voiture avance, il y a une force qui la propulse et elle se trouve bien au niveau du contact entre les roues et la voiture. En réalité, on devrait plutôt la mettre peut-être au niveau de l'axe des roues. Mais peu importe. Alors ici, on va mettre ce que c'est la force F. Ici, on a le poids qui est représenté. Ici, on a deux autres forces verticales qui, en fait, est la réaction du sol. Perpendiculaire au sol, c'est-à-dire normale au sol. C'est pour ça qu'il y a N ici. On pourrait l'appeler R, comme réaction du sol. Et puis derrière, vous avez également une force de frottement. J'ai juste ici mis la force de frottement au niveau de la roue arrière, mais bon, il y en a aussi au niveau de la roue avant, et aussi tout autour de la voiture à cause des frottements de l'air. On représente ici un seul vecteur force, qui pourrait être finalement la somme de toutes les forces de frottement qui agissent sur la voiture. Alors, on a donc cette voiture qui avance grâce à cette force de propulsion. Et ce qui est important, c'est qu'il faut considérer sur quelle distance elle se déplace, puisque ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'énergie qui va être donnée à la voiture par l'intermédiaire de cette force. On va aller donc d'un point A à un point B. Alors il faut se donner un point A. On va se donner par exemple celui-ci, le point A qui va être ici par exemple dans la position de la roue avant. Voilà. Et puis on va supposer par exemple que la voiture arrive à un point B ici. Si bien qu'on a un vecteur AB aussi
qui se retrouve là, on peut le représenter. Voilà. Bon, on ne voit pas grand-chose puisque c'est en... Voilà le vecteur AB horizontal vers la droite. Attention, ce n'est pas une force, c'est un vecteur dit déplacement. Alors pour calculer le travail de cette force, d'après la formule, c'est la force fois la distance. Si on suppose qu'il y a une force de 1500 newtons et une distance parcourue de 10 mètres, les unités sont correctes, le newton et le mètre, on remplace directement dans la formule et on trouve 15 000 joules. Voilà, donc là, c'est assez simple, cette formule, elle est facile à utiliser. Donc cette énergie qui est donnée au système sera en partie convertie en énergie cinétique. Alors on appelle ça un travail moteur. Parce que cette énergie, donc justement, elle aide, enfin cette force aide à faire avancer la voiture. D'accord? C'est la force motrice. Donc elle aide à faire avancer la voiture, elle donne de l'énergie. On appelle ça un travail moteur. C'est tout à fait général. Dès qu'une force va aider un mobile à, si vous voulez, est dans le même sens que son mouvement, alors on appelle ça un travail moteur. Et cette énergie, qui est donnée finalement par le moteur, on l'a vu tout à l'heure, elle est en partie convertie en énergie cinétique. S'il n'y avait pas du tout de frottement, elle serait complètement convertie en énergie cinétique. Et on pourrait dire que l'énergie cinétique à l'arrivée, si on était parti d'une vitesse nulle, serait de 15 000 joules. C'est ça l'idée. Hein. Et cette partie-là, justement, la relation entre l'énergie cinétique et le travail sera travaillée dans le chapitre suivant. Bien. Le travail résistant. Alors justement, un travail résistant, c'est le travail d'une force qui va empêcher un peu le mouvement, qui va prendre de l'énergie au système. Et bien c'est justement les forces de frottement, on l'a vu, qui créent une dissipation de l'énergie et donc qui prennent, enfin c'est le travail des forces de frottement, qui prend de l'énergie au système. Alors à ce moment-là, pour indiquer mathématiquement que cette énergie est perdue par le système, qu'elle est prise, on va mettre un signe moins dans la formule. Le travail des forces de frottement, ce sera donc toujours moins F fois AB. C'est la même formule qu'avant finalement, sauf qu'il y a un moins à mettre devant. Donc ça c'est toujours vrai si la force F est une force parallèle et opposée au vecteur déplacement AB. Le vecteur déplacement AB était vers la droite et F est vers la gauche. Ils sont bien opposés. Ces deux vecteurs restent collinaires. Hein. Attention, les deux formules, les formules que l'on voit, sont valables uniquement parce que les vecteurs, grand F et petit f, sont collinéaires au déplacement. Ils sont parallèles au déplacement. Donc, encore une fois, si grand F est dans le même sens que AB, on a un travail moteur avec un plus, ici. Et si la force est à l'opposé du déplacement AB, on a un signe moins qui apparaît. Ce sera donc un travail résistant négatif. Alors, on peut résumer. Donc, si le travail d'une force F est supérieur à 0, le travail est moteur. Alors bon, j'ai mis petit f, peut-être que ce serait mieux de mettre grand F, enfin peu importe, de toute façon, quelle que soit la dénomination de la force. Voilà, c'est juste que le travail peut être positif ou négatif. S'il est positif, le travail est moteur, l'énergie est donnée au système. S'il est négatif, le travail est résistant, l'énergie est retirée au système. Voilà, alors maintenant on va approfondir un petit peu le travail d'une force dans un cas un peu plus général, parce que bien souvent, les forces ne sont pas collinéaires au déplacement. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais là, ici, il y a évidemment des forces qui sont perpendiculaires et on n'en a pas tenu compte ici en termes d'énergie donnée au système. Ceci dit, on peut concevoir déjà ici que le poids est compensé en fait par les réactions N et que ces forces se compensent, donc finalement, elles ne donnent pas lieu à du travail.
ici à une énergie qui serait donnée, puisque cette somme des forces est égale à 0. P plus les 2n ici égale 0. Bon, mais voyons le cas général, un peu plus général tout du moins, avec cette fois-ci une force qui ne serait pas collinéaire au déplacement. Par exemple, une fille qui tirerait un bateau avec une force, donc avec un câble, et une force donc qui ferait un angle alpha avec la direction de propagation. Alors là encore, c'est important dans un schéma de bien faire apparaître à la fois la force, bien sûr, mais également le vecteur déplacement. Alors on va considérer qu'on part d'ici, le point A, et on arrive au point B, qui est là. La distance L ici est proposée. On a donc un déplacement AB qui vaut petit l. Il faut faire le vecteur. Je vais mettre la flèche. Avec une règle, ce serait mieux. Bon, faites ça avec une règle. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Bon, c'est pas une force, hein. C'est à nouveau juste un vecteur déplacement. Alors pour bien voir ce schéma, pour mieux comprendre, on va faire une vue du dessus. Parce que là, il y a une perspective. C'est un petit peu compliqué. On préfère des vues avec 2 dimensions. C'est suffisant ici en tout cas. Donc une vue du dessus. On a donc le bateau vu du dessus et la force F ici, l'angle alpha, et ici c'est le vecteur déplacement AB. Voilà. Alors, en fait, on peut considérer que cette force F, avec laquelle on va tirer le bateau, est composée de 2 forces. On peut toujours imaginer qu'une force, en fait, elle est composée de 2 forces. Et on va considérer que cette force F est en fait composée d'une force horizontale que je vais appeler Fx pour l'axe des x ici, admettons, et une force Fy. Vectoriellement, vous voyez mathématiquement, le vecteur f, c'est bien la somme fx plus fy. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre force a priori. Mais ici, vu le problème, j'ai bien pris fx le long de AB et fy perpendiculaire. Alors pourquoi ça peut nous intéresser? Parce que finalement, si on regarde bien, la force qui fait vraiment avancer le bateau, c'est fx. C'est elle qui pousse, qui va tirer le bateau dans le sens de AB, alors que fy, c'est une force qui est perpendiculaire et qui aurait plutôt tendance à tirer le bateau vers le bas ici, enfin vers la droite, si on se place du point de vue du bateau. Mais ici, dans le problème envisagé, le bateau va en ligne droite suivant la direction de AB. Donc il n'a pas ce mouvement. Il reste sur cette ligne, immobile, ne se déplace pas verticalement, enfin tout du moins selon fy. Et s'il n'y a pas de déplacement selon un vecteur force, eh bien il n'y a pas de travail de cette force. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. S'il n'y a pas de déplacement, ben, ça ne donne pas d'énergie. Donc la force fy ici ne donne aucune énergie. Il n'y a que la force fx dans le sens de AB qui en donne. Alors pourquoi est-ce que le bateau va tout droit? On peut imaginer qu'il a des gouvernails ici qui l'obligent à aller dans ce sens-là, ou bien on peut imaginer qu'il y a un rail avec des forces opposées qui finalement l'obligent à aller tout droit. Alors, c'est important donc cette considération, c'est-à-dire que finalement dans cette force F, il n'y a que la force Fx qui agit et non pas Fy. Ça veut dire que si on cherche à calculer le travail de la force F, eh bien, il va être égal au travail en fait de la force Fx. C'est comme s'il n'y avait pas Fy. Il y a une force ici de la phi qui ne sert à rien. Alors, donc dans la formule, flûte, je me suis aperçu que j'ai inversé les notations par rapport à la feuille. Enfin, pas inversé, pardon, mais j'ai mis Fx ici pour cet axe-là, alors que dans le texte, je l'ai appelé F parallèle.
Bon, alors c'est pas terrible. On va revenir sur la notation. C'est pas fx ici, mais dans le texte, j'ai mis f parallèle. Vous voyez, avec le symbole parallèle ici, qui veut dire en fait parallèle au déplacement. Et fy, j'ai appelé ça dans le texte f perpendiculaire avec le symbole perpendiculaire. Bon, je change un petit peu les notations là, mais bon, à la limite, la première notation fx et fy était bien aussi. Alors, poursuivons. Donc, on vient de dire que le travail en fait de la force F, c'est égal au travail de la force parallèle fois le déplacement. D'accord? Finalement, on a dit que l'énergie était donnée uniquement par la force parallèle, et donc finalement, c'est la force parallèle ici qui va agir. Alors d'autre part, si on regarde un petit peu le schéma, on a un triangle rectangle ici, et on voit que par rapport à l'angle alpha, F parallèle, le côté ici, c'est le côté adjacent. Grand F, c'est l'hypoténuse. Et puis F orthogonal, ici F perpendiculaire, c'est le côté opposé. On a donc le cosinus de l'angle alpha, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Cos alpha égale F parallèle sur F. Cos alpha égale donc F parallèle sur F. Ou si on veut, parce que ce qui nous intéresse là ici, c'est, vous voyez, on a F parallèle. F parallèle, en fait, en passant le grand F de l'autre côté, c'est grand F fois cos alpha. Alors, avec ces deux expressions, on peut remplacer F parallèle dans cette formule. Ici, on va donc faire une substitution. Et on voit que cette formule devient, du coup, pour le travail de F, grand F fois cos alpha, qui vient de là, fois le déplacement AB. On préfère l'écrire autrement avec le cos alpha à la fin. F AB cos alpha. Alors, à ce moment-là, on voit apparaître une formule connue, très connue par les mathématiciens. En fait, cette expression, c'est exactement la définition du produit scalaire du vecteur f par le vecteur AB. Le produit scalaire de f par AB, c'est la norme de f fois la norme de AB fois le cosinus de alpha. Alors en mathématiques, quand on parle de normes, on met en général les valeurs absolues, enfin plutôt les symboles des normes, comme ça avec les deux traits, multiplié par la norme de AB, multiplié par le cosinus de alpha. Voilà. Ici en physique, on simplifie l'écriture en enlevant les doubles barres. Alors cette expression est tout à fait générale, et c'est celle-ci que l'on va... Enfin, elle est tout à fait générale, elle est presque générale, elle est quand même uniquement valable pour des forces qui sont constantes et sur un trajet rectiligne. Alors c'est quand même pas n'importe quel trajet, il faut que ce soit en ligne droite, et en plus avec une force constante. Donc ça, c'est les deux conditions importantes. Force constante, trajet rectiligne. Mais ce sont finalement les cas que vous allez traiter en exercice. Cette expression est à connaître évidemment par cœur, c'est celle qui est donc générale. Alors on va essayer de voir qu'on retombe évidemment à chaque fois sur les autres, sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. En particulier, tout à l'heure, en fait, on avait une expression simplement, on n'avait pas le cos alpha tout à l'heure au début de la leçon, parce qu'on avait une force, des forces qui étaient collinéaires au déplacement AB. Ce qui veut dire, par exemple, pour le cas de la voiture, on a grand F ici, qui était dans le même sens que AB, collinaire à AB, et donc l'angle entre F et AB est nul. Il n'y a aucun angle entre F et AB, donc on va avoir dans cette formule un cosinus de 0, et cosinus de 0, c'est égal à 1. On retombe bien sur la formule F fois AB. Alors, un petit exemple simple de calcul, si on a une force de 10 newtons et un déplacement de 5 mètres, on aura un angle de 40 degrés, eh bien,
c'est facile, on remplace, hein, on reprend la formule, on remplace par les valeurs. On fait bien attention à mettre la calculatrice en mode degré et non pas en radian. Attention au réglage de la calculatrice, à bien vérifier, il faut aller regarder dans le mode de la calculatrice, hein, dans le menu. Voilà, alors on va voir quelques autres exemples à titre d'exercice et je vais le faire dans la suite, dans une troisième vidéo.